Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir le lancement de Sputnik 5 et le Mercury Redstone 2. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Korab, le Sputnik 2, également connu à tort comme Sputnik 5 en Occident, était un satellite artificiel soviétique et le troisième vol d'essai du vaisseau spatial Vostok. Ce fut le premier vol spatial à envoyer des animaux en orbite et à les ramener en toute sécurité sur Terre. Lancé le 19 août 1960, il a ouvert la voie au premier vol orbital humain, Vostok 1, lancé moins de 8 mois plus tard. Korab, le Sputnik 2 était la deuxième tentative de lancement d'une capsule Vostok avec des chiens à bord. Le premier essai avait échoué après un incendie et une panne dans l'une des chambres de combustion. À cause de la faible altitude, les parachutes ne se sont déployés que partiellement et les deux chiens avaient été tués par l'impact au sol. Trois, deux, un, top! Bon, nous y voilà. Alors, comme c'est des animaux, il va falloir avoir un support de vie. Donc comme vous voyez, on a de la marge, voilà, j'ai mis ce qu'il fallait dedans. Et on se prépare. Petit check avant le décollage et... c'est parti. Bon, le lancement de base sera la même chose que ce qu'on a vu précédemment, hein. Ça reste un système de type un peu comme Sputnik quoi. Alors, on va paramétrer les parachutes. Alors personnellement j'aime bien que la préouverture se fasse à 4 km d'altitude pour une ouverture totale, enfin quasiment au dernier moment quoi. Ça m'évite de perdre du temps à warper jusqu'à ce que ça arrive au sol, tout ça. Donc généralement l'ouverture finale je la mets entre 1000 mètres et 700 mètres en fonction du parachute. Si les parachutes s'ouvrent très vite, je peux même descendre jusqu'à la mettre à 600 mètres quoi. Mais bon, certains il faut même les mettre à 1200 mètres parce qu'ils prennent 3 plombes à s'ouvrir quoi. Voilà. Donc là il y a plein de parachutes. Donc pour la préouverture des... En fait il y a deux types de parachutes. Il y a les drop chutes, donc qui sont des parachutes freins, qui eux vont juste servir à décélérer. Voilà, ils vont pas nous permettre de nous poser en sécurité. Ils vont nous permettre de décélérer afin que le parachute principal ou les parachutes principaux s'ouvrent correctement. Ok, séparation des boosters. On peut aussi enlever la coiffe. J'aime bien le module Voscode, pardon. Je trouve que c'est vachement sympa, la petite boule toute brillante, tout ça. Même le module de service qui va avec, là, le petit propulseur. Je trouve ça vachement esthétique. Alors, comme vous voyez là, il y a des ressources dont on n'a pas besoin avec mon mode de life support, l'eau, l'oxygène, tout ça. En fait, c'est rajouté de base, je pense, pour ceux qui jouent avec USC Life Support, Kerbalism peut-être, ou Tackle Life Supports quoi. J'aurais d'ailleurs dû les vider pour gagner un peu de poids. Allez hop, on sépare le dernier étage et on circularise l'orbite après.
Voilà, donc maintenant j'entame les manœuvres pour faire la circularisation sans arrêter le moteur, comme tous les autres lancements de Sputnik, tout ça que j'ai fait avant au niveau des soviétiques. D'ailleurs, tiens, on va revenir sur le sujet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une orbite? Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, voilà le principe. Prenons une balle de tennis avec un canon la propulsant. Cette balle, en sortant du canon propulsé, va prendre une trajectoire comme celle-ci. Plus on va mettre de force dans la balle, plus elle ira loin, et plus la courbe qu'elle décrira sera grande. Le problème, si on tire un seul coup de canon, avec la balle de tennis, elle finira toujours par avoir une trajectoire elliptique ou à s'échapper complètement de la gravité de la Terre. La technique la plus fréquemment utilisée aujourd'hui pour faire une orbite est donc de couper le moteur quand l'apogée de notre trajectoire est à l'altitude voulue, puis de le rallumer afin de réaccélérer et de circulariser la trajectoire. Cependant, si vous avez bien tout suivi, les moteurs des soviétiques ne peuvent pas être éteints puis réallumés. La technique va donc consister à atteindre l'altitude souhaitée, approximativement en ce qui me concerne, puis de pousser vers le radial moins, donc vers l'intérieur de la planète, afin de faire pivoter la trajectoire suborbitale sur elle-même, afin qu'elle se transforme en orbite circulaire. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que vous comprenez les manœuvres que je fais actuellement. Alors évidemment, je ne dézoome pas, je passe pas en mode map pour voir la trajectoire. Je me fie uniquement aux données qui sont écrites en haut à gauche au niveau de l'altitude de l'apoapsis et du temps qu'il me faut pour l'atteindre. Et voilà, l'orbite est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier qu'elle soit bonne. Donc pour ça, je passe en mode map. À déployer tous les instruments, antennes, radiateurs, etc. Remplir notre mission et revenir rentrer au bercail. Je vous laisse un peu apprécier la beauté, je trouve, du module et de sa capsule. Voilà, donc je vais faire une entrée équivalente à celle qu'on a fait la dernière fois avec Discoverer 13. Donc pas besoin d'épiloguer là-dessus, je vous montre juste sur mes petits dessins comme tout à l'heure comment ça se passe. Alors, pour ce faire, vous retournez votre vaisseau et vous poussez dans le sens inverse, ce qui va avoir pour effet de diminuer l'altitude de votre périapside et de la faire rentrer dans l'atmosphère. Il ne faut pas descendre à fond, sinon la rentrée sera trop dure. Et si vous ne descendez pas assez, elle sera trop légère, vous rebondirez. Voilà, donc on décélère. Alors la raison pour laquelle je fais un nœud, c'est justement pour être précis sur ma décélération, quoi. Un nœud de manœuvre, je précise. Voilà. Et une fois qu'on arrive au niveau de l'atmosphère, on se met en rétrograde parce que généralement le bouclier thermique est situé vers le bas. Et on sépare les modules qui ne résisteront pas, voilà, comme ça, à l'atmosphère. À la réentrée dans l'atmosphère, pardon. On rentre les antennes, voilà, pour éviter qu'elles soient détruites par les chocs, par les effets aérodynamiques. Et la chaleur, tant qu'à faire. Alors j'ai pas précisé, hein, mais les deux chiennes, donc Strelka et Belka, étaient accompagnées de plantes, de rats et de souris. Le capteur d'horizon infrarouge a échoué à l'altitude de déclenchement pour faire la rétrograde et l'entrée dans l'atmosphère. Du coup, ça a été fait en utilisant un capteur solaire. Normalement, il faut deux capteurs pour faire ce genre de choses, sauf que ils avaient un peu anticipé le coup qu'il y aurait des pannes et la fenêtre de lancement avait été dictée du coup par le soleil pour que ça soit bien aligné et qu'ils puissent faire la rentrée normalement. Donc ils sont rentrés à 8000 km du point d'atterrissage prévu finalement, donc il y a quand même eu une marge d'erreur. Mais de toute façon, ça avait été anticipé, ça aussi. Une carte accompagnée Sputnik 5 au cas où la capsule atterrirait à l'extérieur de la zone de récupération, avec des instructions qui indiquaient que quiconque la trouvait devait contacter les autorités locales, ne pas ouvrir la capsule mais la redresser et la laisser exactement à l'endroit où elle avait atterri. Voilà, donc petite anecdote intéressante aussi, lors d'un dîner au sommet entre Kennedy et Khrouchtchev en 61, Khrouchtchev était assis à côté de l'épouse de Kennedy et il s'est vanté des vols de ces deux chiennes, quoi, et a parlé de Strelka
qui avait eu des bébés, quoi. Qui avait eu des chiots. Pour blaguer, elle lui a dit, bah vous pourriez m'en envoyer un, quoi. Sauf qu'elle y pensait plus, mais 2 mois plus tard, lors d'une visite à la Maison Blanche, on lui livra l'un des chiots. Dans le cadre de la course à l'espace contre l'Union soviétique, le programme Mercury a été conçu pour mettre un astronaute américain en orbite autour de la Terre et le ramener en toute sécurité. Le programme a également testé comment les humains pouvaient fonctionner dans l'environnement inconnu de l'espace. Mais avant que les humains puissent être envoyés, la NASA devait s'assurer qu'ils pourraient être protégés des micrométéorites, des radiations, du bruit, des vibrations, des forces d'accélération, de la microgravité et du vide spatial. En outre, les experts médicaux ne savaient pas si les humains pouvaient être isolés et confinés dans un espace aussi petit que l'intérieur de la capsule spatiale. Grâce au lancement, à plus de 6 minutes d'apesanteur et à la rentrée, le singe Ham a déplacé des leviers en réponse à des lumières clignotantes comme il avait l'habitude de faire au laboratoire. Le temps de réponse de Ham dans l'espace était aussi bon que sur Terre. Le succès de ce vol a ouvert la voie au premier astronaute américain, Alan Shepard, dans l'espace suborbital le 5 mai 61.